Ok. Ouais, c'est ça, j'avais vu les petits problèmes. Ouais, c'est une autorisation spéciale, c'est quand même chaud de remplacer le curseur. En tout cas, je trouve ça sympa, les... Whiskel, c'est qui Whiskel? Ah, on a une question. On a une question déjà. Ouais. Non. Ouais, je trouve ça sympa, l'aspect un peu jeu de rôle. Ah oui, non, mais ça, c'est génial. On retrouve l'aspect, tu sais, le stress des 5 minutes avant la presse. Mince, elle est où ma salle? Il faut qu'on s'y retrouve. Et puis j'avais rendez-vous avec tel mec. Exactement. Ouais, Whiskel, c'est qui a pris qui est Whiskel? Est-ce que c'est qui c'est de chez nous qui s'est déguisé, qui a mis un pseudo comme ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais pas... Bah écoute. Bon, il est 2. Est-ce que t'es ready, Joachim? Ouais. Pas de Thomas? problème. Thomas, c'est bon pour toi? On peut commencer l'enregistrement? Ok. Donc c'est bon pour moi. Donc bonjour à tous. Bienvenue sur cette session Cloud Native Configuration. On tient à vous remercier déjà de nous accompagner parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de choisir parmi tous les sujets, surtout Cloud West où c'est assez richement pourvu. Et aussi, on tient à remercier les organisateurs de Cloud West de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet que Joachim et moi, on trouve vraiment intéressant, mais paradoxalement assez peu usité chez les clients chez qui, enfin assez peu pris en compte plutôt chez les clients chez qui on a l'habitude de travailler. Et on pense que ce sujet n'est pas complexe pour autant, et avec un petit peu de prise de recul, on est capable d'avoir vraiment une approche clone native vis-à-vis de notre configuration. Et c'est pour ça qu'on va la nommer plus que l'environnement, parce qu'on sait que les approches classiques vont se baser sur l'environnement, mais cette approche-là a, on va dire, quelques limitations qu'on va essayer de dépasser pour pouvoir, disons, avoir une conformité vis-à-vis de l'environnement dans lequel on s'exécute, à savoir le cloud. Et on va voir quelles sont les particularités de cet environnement. Donc évidemment, il va falloir qu'on replace le contexte en redéfinissant mais c'est quoi au fait la configuration et quelles sont les approches classiques pour pour réfléchir la configuration dans le domaine du cloud. On va voir qu'il y a des limitations, comme je l'avais dit, et que ces limitations, on va pouvoir les dépasser grâce à une approche qu'on va vous présenter et qu'on va vous illustrer à travers des cas pratiques. Je m'appelle Ismaël Omani, je suis Cloud Native Developer chez Whiscale. Et je m'appelle Joachim Rousseau, je suis aussi Cloud Native Developer chez Whiskel. Donc Whiscale, c'est une société de services qui a 5 ans d'existence, donc globalement jeune, constituée de 50 experts, et je dirais même au-delà d'experts, de 50 passionnés. Nous avons pu aider à travers cette existence plus de 150 clients et aussi former des gens à l'usage d'outils et de plateformes. Notre expertise va de l'architecture cloud en passant par des problématiques Ops jusqu'à des problématiques de sécurité et même de développement d'applications dans un contexte cloud, à savoir le Cloud Native Development. Nous sommes partenaires avec des cloud providers et aussi des fournisseurs d'outils. Nous donnons des formations, mais nous tenons à préciser que nous ne sommes pas revendeurs. Nous sommes plutôt agnostiques dans notre approche et nous pensons qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a que des solutions adaptées. Et adaptées à des contextes business, des contextes légaux, des contextes de compliance. Et c'est là où Whiscale, en fait, apporte son expertise, à savoir créer un vrai dialogue avec le client pour trouver la solution, la bonne solution face au contexte opposé. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que la configuration ? La configuration peut se définir assez simplement entre tout ce qui est susceptible de changer d'un déploiement à un autre. Et on peut la catégoriser en deux points. D'un point de vue, ça peut se considérer comme tout ce qui va déterminer le comportement de l'applicatif,
qu'est-ce que je vais contacter comme service tiers, avec quelle information de connexion, quels identifiants, du feature flipping par exemple aussi, ou configurer le comportement algorithmique. Cette configuration, on a complètement la main dessus. Et un autre type de configuration, plus système, lui va concerner comment notre applicatif va être contacté, notamment par exemple à quel IP va être exposée une instance donnée et quel port va être exposé pour pouvoir le contacter. Et ce type de configuration, là par contre, en général, est pris à la charge de la plateforme sur laquelle on déploie l'applicatif. On va voir que ça a une importance dans notre réflexion. Dans le cloud, la particularité, c'est que on va être dans un paradigme où on a une élasticité infinie, où on est massivement distribué. On n'est plus, si vous voulez, dans l'approche historique de l'application monolithique. D'une part, on va être sur des applications multiservices, et chacun de ces services eux-mêmes vont pouvoir scaler horizontalement et être constitués, si vous voulez, de plusieurs instances. Pour autant, ils doivent pouvoir exposer une cohérence vis-à-vis du comportement. Et cette cohérence, on va lui donner un nom, c'est l'idempotence. C'est-à-dire qu'à un input donné, le même input doit toujours me donner le même résultat. Ce n'est pas parce que sur le service Toto, que je vais contacter l'instance 42, que je dois avoir un résultat différent si je contacte l'instance numéro 100. En général, il y a deux obstacles qui vont s'opposer à cette différenciation de comportement. Il y a d'une part l'historique des requêtes, et ça, on sait que pour répondre à ce problème, on va créer des applications stateless. Et d'autre part, il y a la configuration, et c'est le sujet de la présentation, à savoir que si la configuration est différente, eh bien, nous aurons un comportement différent. Et ça peut être totalement voulu. Par exemple, si on considère deux versions différentes d'un même service, ou simplement des instances de services qui vont tourner dans des environnements différents, sur lesquels on veut avoir des comportements différents. Mais sur un même environnement et sur une même version d'applicatif, il faut vraiment apporter de l'idempotence et s'assurer qu'à chaque spawn d'instance, on ait le moyen de garantir que la configuration applicative soit exactement la même que les autres instances correspondant à cette même version applicative. On remarquera que la configuration système, IP et port exposé, elle, ne doit pas avoir d'impact sur cette idempotence. Donc là, c'est ce qu'on dit, c'est il faut avoir un moyen, grâce à des patterns, de pouvoir garantir cette idempotence vis-à-vis de la configuration qui sera embarquée avec l'instance qui vient de naître dans le cloud. Et on ne peut clairement pas se satisfaire des solutions historiques. Donc là, quand on était sur des serveurs on-premise, un opérateur pouvait tout simplement se connecter à la machine pour y déposer un fichier de configuration et nous garantir que oui, quand vous déploierez votre applicatif sur ce serveur-là, alors vous aurez telle configuration. Clairement, dans un domaine cloud, on ne peut pas considérer que c'est une option de pouvoir se connecter à nos centaines, voire milliers d'instances pour avoir cette garantie. Et donc, il nous faut un système automatique qui fasse que, au spawn d'une instance, la configuration soit la bonne. Donc, ce problème-là, il date pas d'hier. Et évidemment, on avait des solutions, mais qui apportent leur lot de limitations. Et la première solution consiste à dire, dans mon applicatif, le package que je vais déployer, je vais le packager aussi avec le fichier de configuration. Par exemple, c'est le cas dans l'écosystème Java, où on va packager dans le jar le fichier properties qui va servir de configuration de mon artefact. Alors, l'avantage, c'est que l'approche, elle est straightforward, elle est directe. Par contre, le problème va se situer au niveau de ce signe différent, puisque selon l'environnement que l'on va considérer, on va avoir des artefacts différents.
Or, nous avons un code source similaire. Ce qui va changer, c'est le fait qu'on va embarquer dans le package soit un fichier de configuration de dev, soit de staging, soit de prod. Pour le développeur, ça pose moyennement problème. Mais par contre, d'un point de vue Ops, ça apporte une complexité problématique, puisqu'on va commencer à multiplier les artefacts, alors que, in fine, ces artefacts représentent le même applicatif. Et en plus de ça, on revient sur le monde d'avant qui consistait à dire « it works on my machine », c'est-à-dire que si l'opérateur revient avec un problème sur tel artefact au niveau de l'environnement de prod, et que du point de vue du développeur, lui, ça fonctionnait bien sur sa machine, il n'y a pas de preuve formelle à dire que en fait, ces deux artefacts représentent le même applicatif. Normalement, ça serait un checksum qui pourrait garantir ça. Or, le checksum sera différent. Donc, si vous voulez, on détruit une sorte de contrat de confiance entre les ops et les devs, ce qui va nuire à la fluidité du processus de déploiement et aussi du processus de debug en cas de problème. Cette problématique a été répondue par les 12 Factor App, en particulier le 3e facteur, en disant que finalement, on va faire porter la configuration dans l'environnement. Donc cette fois, on va considérer des packages qui ne vont pas embarquer la configuration et donc être similaires selon les différents environnements. Et ce package-là va ensuite consommer les variables d'environnement comme configuration propre à l'environnement dans lequel il est déployé. Les avantages, ils sont doubles. Déjà, ces variables d'environnement, on les trouve un peu partout. Que vous considérez un OS type DOS, Unix, Linux, voire même Solaris, vous trouverez toujours les variables d'environnement. Ensuite, quel que soit le langage de programmation aussi, vous serez en capacité de consommer cet environnement, consommer ces variables d'environnement. Le problème, c'est que d'un point de vue développeur, on va perdre ce point central qu'on avait auparavant de la configuration qui était dans le code, puisque cette fois, on va avoir des appels à getenv qui seront étalés dans tout le code, ce qui nous empêchera d'avoir une vision centrale de quoi ai-je besoin pour pouvoir démarrer mon applicatif. Parce que aussi, on peut voir vraiment la configuration comme une configuration vraiment à consommer par l'applicatif, mais aussi à consommer par le développeur en tant que README, par exemple. C'est mon mode d'emploi vis-à-vis de l'applicatif pour savoir de quoi ai-je besoin pour pouvoir démarrer. Et avec cette approche-là, en l'appliquant stricto sensu, on perd cet avantage. Autre inconvénient, c'est qu'on va aussi perdre tout ce qui est type safety en consommant depuis des variables d'environnement qui ne sont pas typées. Alors évidemment, on peut tout à fait les typer nous-mêmes, mais ça nous demande un travail supplémentaire au niveau de notre code. Et pour tout ce qui est test unitaire, encore une fois, il va falloir provisionner un environnement avec les bonnes variables d'environnement. Donc si vous voulez, l'Ops, lui, il va retrouver ses petits, mais le dev, il va y perdre. Donc l'idée, ça va être plutôt de lier le meilleur des deux mondes, avec ce qu'on appelle la configuration layer. Dans la première situation, celle où on packageait la configuration avec l'applicatif, ce qui était problématique, ce n'était pas tant de packager le modèle de la configuration que les valeurs qui allaient avec. Et dans la deuxième approche, ce qui était problématique, ce n'était pas tant de faire porter la configuration sur l'environnement que d'avoir des appels un peu à getenv un peu partout dans mon code. Donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est de dire, sur au moment du package, au lieu d'embarquer un fichier de configuration qui contient les valeurs, on va embarquer plutôt un modèle, un template, de sorte que, d'une part, le package applicatif soit similaire, agnostique de l'environnement dans lequel on va le déployer, et d'autre part, qui puisse absorber par la suite, et on va voir par quel type de mécanisme, les variables, les valeurs exposées par l'environnement, les valeurs de configuration exposées par l'environnement. Ce qui pourrait donner de manière imagée ce schéma-là, où on aurait notre
fichier de configuration neutre, notre template, qui, baladé d'environnement à un autre, prendra une teinte différente selon la configuration de l'environnement dans lequel on l'aura déployé. Donc, c'est ce phénomène d'hydratation ou de rendering qui va nous permettre de nous adapter à l'environnement dans lequel on a déployé notre package applicatif qui contient le template. Et finalement, on a cette configuration layer qui a une dualité dans son action. On a d'une part l'action d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour le démarrage de mon application au niveau de l'environnement. Donc, ça peut être des valeurs qu'on considère application configuration ou des valeurs plutôt système, notamment le port d'exposition ou l'IP. Donc ça, le côté actif d'une part, ce qui est représenté par ces flèches, cette action, et un côté façade qui va exposer en fait l'ensemble de ces valeurs à l'applicatif. Mais l'applicatif n'aura aucune connaissance de où nous sommes allés chercher ces informations-là. Donc on n'est plus, si vous voulez, dans l'approche GetEnv. Cette fois, j'ai mon template qui sera rendered et ensuite désérialisé pour consommation au niveau de l'applicatif, et l'applicatif n'a pas à en savoir plus. Donc là, c'est la partie théorique. Alors c'est très bien. Alors vous allez me dire, dans la vraie vie, comment ça se traduit? Alors il faut bien comprendre que cette notion de configuration layer, ce n'est pas une technologie en particulier, mais plus une conception que l'on va mettre en œuvre grâce à une conjonction de bibliothèques, de patterns et aussi de plateformes. Et selon l'écosystème que l'on va considérer, on va avoir différents niveaux de maturité et donc plus ou moins de facilité à le mettre en place. Par exemple, si on utilise la plateforme Kubernetes, on va avoir des facilités de mise en place. L'écosystème Java est plutôt avancé en termes de librairies exposées pour justement nous permettre de spécifier cette configuration layer aussi. A contrario, sur certains écosystèmes, par exemple PHP ou Node, on va avoir un peu plus de travail à faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, cette notion de configuration layer est accessible à tout écosystème. Ce qui va changer, c'est plus la charge de travail, et c'est ce qu'on va illustrer sur nos exemples de la présentation. Donc, en parlant d'exemples, donc cas pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc, tout à l'heure, on parlait justement d'application Kubernetes. Donc, par exemple, on a notre manifeste qui va pouvoir exposer des variables d'environnement. Et en particulier, cette variable d'environnement peut communiquer à notre configuration layer une URL qui va spécifier un serveur qui servira de façade pour aller chercher des fichiers, des valeurs on va essayer de configuration trouver des gens et puis de faire un et ce tour, serveur en particulier, ça partout peut être pour tout à fait un Spring Cloud Configuration. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une application Spring Boot, donc c'est une web application spécialisée qui va servir de façade à plusieurs types de data stores qui peuvent être, par exemple, un repo Git, un bucket S3 ou un Vault, et qui, en fonction de la configuration qu'on lui aura appliquée, va nous permettre de récupérer des fichiers mergés qui vont ensuite être utilisés par la configuration layer pour donc rendered un fichier template de configuration. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, notamment en voyant qu'on peut stocker des valeurs de conf au niveau d'un repo Git, eh bien c'est que là on décorrèle, en plus de ça, on décorrèle le cycle de vie de notre configuration de celui du code applicatif. Donc là, on voit deux outils, Kubernetes, enfin plateforme, Kubernetes et le Spring Cloud Configuration qui nous aident à mettre en place la configuration layer. Cela dit, on ne dit pas comment la configuration layer va consommer, par exemple, ces informations qui ont été issues de notre Spring Cloud Configuration. C'est ce qu'on va décrire au niveau d'un cas client qu'on a rencontré. Donc on était sur une mission où on a dû mettre en place une forge logicielle
Après avoir en partant du demandé constat qu'en fait, l'armistice, le processus de, connaît entre guillemets, maintenant les CI/CD conditions était trop dictées manuel. par l'ennemi. Et ça consistait en Il la résulte situation de ces suivante. conditions Nous avions un environnement que les on-premise forces sur françaises lequel était de déployé terre, un de applicatif mer PHP, et de l'air tout simplement en faisant un seraient copy-paste au niveau entièrement d'un repo, démobilisés, et que nos armes qui seraient grâce à un lien livrées, symbolique, pointait vers que le un territoire folder français contenant serait la totalement occupé configuration, et la que le configuration de cet gouvernement applicatif. français Alors, un peu plus que cette tomberait configuration, puisqu'en sous la fait, dépendance de cette l'Allemagne configuration et de l'Italie. était mélangée avec des configurations On peut des autres donc applicatifs dire que cet qui étaient armistice eux-mêmes issus d'un autre serait non repo seulement Git. une Donc, le capitulation, problème, c'était mais que d'une part, encore un toute cette asservissement. logique-là était codée Or, à travers des beaucoup de scripts bash, Français et d'autre part, n'acceptent pas, on était la sur une approche manuelle, et aussi on capitulation ni la exposait trop servitude d'informations pour un applicatif donné. pour des On raisons avait qui tous s'appellent les fichiers de configuration l'honneur, disponibles de tous les le applicatifs, bon et sens, c'était une intelligence interne l'intérêt à supérieur notre de applicatif la qui allait patrie. chercher au bon endroit, donc au bon endroit entre guillemets, Je dis notre l'honneur, fichier de configuration. Ce qui faisait que car la aussi, France on n'avait s'est pas engagée cette vision centrale à dont ne je parlais tout à déposer l'heure au les niveau armes du code, qui me que permettait d'accord de avec ses comprendre alliés. ce dont j'avais besoin Tant pour que pouvoir ses démarrer alliés l'applicatif. continuent Il la fallait guerre, nécessairement que j'ai accès son à ce gouvernement repo n'a de pas le configuration pour droit pouvoir de se aller rendre vérifier à les l'ennemi. fichiers de configuration, à quoi ils ressemblaient. Le gouvernement polonais, Donc, comme je le disais, cette gouvernement logique de norvégien, déploiement a été prise en le charge gouvernement par une hollandais, CLI, donc une Command le Line Interface, gouvernement belge, le dont gouvernement certains scripts dépassaient luxembourgeois, allègrement 1000 lignes. quoique Et en fait, cette chassés de leur complexité, elle était due territoire, au fait ont que compris on ainsi devait prendre en leur compte tous les devoir. cas particuliers de tous les applicatifs, Je ce qui dis rendait la le chose bon plutôt sens, indigeste et difficilement car il est maintenable. Donc absurde la première de approche, c'est ce qui est considérer bien la dans les lutte approches comme cloud native, c'est qu'elles perdue. ne sont pas absolues, mais c'est qu'on peut y aller Oui, par étapes. nous avons Ça a été subi de une mettre en grande place défaite, déjà le pipeline de CI/CD un système militaire euh, mauvais, pour, d'une les part, fautes commises dans la automatiser conduite des le opérations, processus de déploiement, et d'autre part, l'esprit surtout, d'abandon du repenser gouvernement tout le process de pendant ces déploiement. derniers combats Comment nous ont déjà fait en perdre la rapatriant bataille de France, le fichier de le template de mais il configuration, nous donc reste en un templatisant vaste le fichier de empire, configuration dont plan d'attaque, j'avais besoin, et uniquement celui-ci, beaucoup donc qu'on d'or. sourçait avec le code Il applicatif. nous reste des alliés Et dont les d'autre part, ressources sont en immenses appliquant ce et principe qui de dominent les mers. configuration layer au niveau de la CI, Il nous du reste pipeline de les CI/CD, gigantesques en disant simplement possibilités de que l'industrie eh bien, ce américaine, template-là, on va les l'hydrater mêmes avec des conditions de la variables, guerre avec des valeurs qui nous ont contenues fait battre dans par l'environnement de 5000 mon avions et pipeline de 6000 CI/CD. chars, Et ça, c'est très simple à peuvent mettre nous en place, donner puisque demain la en fait, victoire ce qui est sous-jacent par dans mon 20 000 pipeline, chars ce et 20 000 sont avions. des environnements conteneurisés Je sur dis lesquels j'ai l'intérêt un supérieur de la contrôle patrie, total sur car cette la runtime, guerre n'est pas sur les une guerre librairies que je peux franco-allemande, importer, et une sur bataille la plus définition des variables décidée. d'environnement. Et donc en Cette particulier, guerre ces est une variables guerre d'environnement mondiale. étaient issues Nul donc, de fichiers ne peut d'OTAN que nous prévoir allions chercher si les peuples sur un qui sont repo à neutres part aujourd'hui grâce au Spring Cloud le Config. resteront Et demain. ce fichier d'OTAN me permettait Même les de alliés de d'enrichir l'Allemagne l'environnement de la resteront-ils CI/CD, de toujours cette ses page de alliés CI/CD, si les forces pour de la permettre liberté un triomphent rendering et finalement de celle avoir de in la fine mes fichiers de servitude? configuration. Quel Donc au final, on serait avait le un destin package d'une France que l'on qui pouvait se serait déployer, mais un soumise à package l'ennemi? autoportant qui L'honneur, avait d'une le part bon donc, sens, le code applicatif et aussi l'intérêt la configuration. supérieur de la patrie On reste toujours commande à néanmoins tous les avec Français l'inconvénient libres d'avoir de des packages continuer le différents combat selon l'environnement que l'on là va où ils viser. seront et Néanmoins, comme ils pourront. on a vraiment franchi une Il étape est par en conséquent décorrélant, nécessaire en important de déjà cette grouper vision centralisée de la partout configuration, où cela se peut d'une part, et d'autre une part, force en française commençant à aussi grande implémenter que ces principes de possible. configuration layer au Tout niveau ce du qui pipeline. peut être réuni Et en fait l'étape d'éléments finale, militaires donc il français se trouve que et le de serveur capacités on-premise françaises était de du production temporaire, d'armement ça doit allait être être migré vers une plateforme organisé Kubernetes. partout où il Et y à en partir a. du moment où on va
Moi, passer sur du Kubernetes, on général va de pouvoir Gaulle, prendre en compte j'entreprends l'ensemble des ressources ici, que nous expose en Angleterre, Kubernetes pour cette tâche pouvoir nationale. améliorer ce principe de J'invite configuration layer. tous les Donc quand on militaires parle français de des armées de configuration terre, niveau de mer Kubernetes, et de on va l'air. penser potentiellement config map. J'invite les Donc une ingénieurs première et approche les était de ouvriers dire, français spécialistes de serait de dire l'armement gardons qui se cette trouvent en logique territoire britannique d'action ou de la qui pourraient configuration y layer qui va parvenir à récupérer se les réunir à informations de moi. l'environnement créées au J'invite niveau de les la chefs, CI/CD pour les soldats, les injecter au niveau les d'une config marins, map les qui aviateurs, exposera les au forces niveau du code françaises de terre, de applicatif mer, dans de un volume l'air, donné où qu'ils se mon trouvent application actuellement, rendered. Donc à se mettre en ça, rapport avec c'est moi. plutôt straightforward et J'invite ça tous donne en les fait Français notre configuration qui veulent layer qui rester a libres le côté à actif m'écouter et à me d'hydratation au suivre. niveau de la CI/CD Vive la et le côté France, façade au niveau libre, d'un volume. dans l'honneur Ou et dans une approche l'indépendance. qui a plus ma préférence serait de dire en fait on va créer un sidecar container, un init container qui va donc d'une part consommer un template exposé au niveau du pod dans un volume pour pouvoir effectuer sa logique algorithmique d'aller récupérer des valeurs à droite, à gauche et rendered ce template selon une logique. Et une fois que ce template sera consommable, mon applicatif pourra commencer à le consommer. Et du fait que ce soit un init container, en fait, tout ça est orchestré de manière naturelle au sein du pod et ne nécessite pas de code particulier de notre part. Le seul code particulier qui sera nécessaire sera en fait au niveau de la logique de cette init container et sur lequel vous pourrez tout à fait me dire mais en fait, nous, en tant que développeurs, on n'a pas forcément envie de coder ces choses-là. Comme le dit très bien l'adage, le meilleur code, c'est celui qu'on n'écrit pas. C'est là où en fait on risque pas d'avoir de bugs. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait une librairie qui puisse prendre en charge en fait cette logique d'action de la configuration layer. Vous savez, celui qui va aller chercher les informations au niveau d'un serveur, au niveau de l'environnement, etc. Et c'est à ce titre qu'on va vous présenter une librairie qu'on pense être la Rolls-Royce de la configuration layer et que Joachim va vous présenter sur un cas pratique. Alors, je vais reprendre la main sur le partage. Alors, je pense que je vais être obligé de choisir. Donc, c'est voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Alors, donc, on va vous parler de Lightbend Config. Alors, pourquoi la Rolls-Royce? Parce qu'en fait, bien que n'ayant pas été du tout faite dans un contexte spécifiquement cloud native, hein, c'était plutôt un outil pour développer des applications. Finalement, sa flexibilité fait que c'est l'outil idéal pour construire quelque chose comme ça en plusieurs couches, une configuration avec plusieurs layers. Et surtout, nous, ça va nous permettre de pouvoir distinguer, on va vouloir distinguer les valeurs par défaut en premier layer, les valeurs qui ont le même cycle de vie que l'application, qui sont des traits métiers, très algorithmiques, et les valeurs qui sont purement de l'environnement, qui ont comme durée de vie le runtime ou la durée de vie de l'environnement. Donc, qu'est-ce que c'est Lightbend Config? C'est une bibliothèque qui invente un nouveau format qui s'appelle HOCON. Le H, c'est pour human, c'est parce que human, readable, etc. Pourquoi? Parce que c'est un JSON avec des sucres syntaxiques et une approche avec une lecture un peu plus naturelle, où l'ordre de lecture compte, c'est-à-dire que si un attribut est défini plusieurs fois, contrairement au JSON où c'est pas permis ou indéfini, là en fait c'est le dernier qui parle qui a gagné. Ça permet de pouvoir overrider des valeurs. On a des unités de mesure temporelle qui vous évitent de
d'écrire des choses compliquées comme 30 000 pour un timeout où vous écrivez 30 secondes par exemple. On a du typage, donc ça c'est intéressant aussi. Et ça supporte des références. Donc on fait référence au même fichier ou à d'autres fichiers, c'est pas grave parce qu'on va voir que les fichiers vont être fusionnés. Donc ils sont tous fusionnés, les fichiers de configuration, pour avoir un accès central. Et ils sont très intéressants pour ceux qui connaissent bien Java. Vous savez qu'on a des system properties au niveau de la JVM qu'on peut modifier ou on peut en ajouter en mettant des options moins grandées, un flag moins grandé, variable égale valeur, sur la ligne de commande de lancement de la JVM. Donc c'est un moyen qui est utilisé pour configurer les applications qui tournent sur la JVM, et ça va être vu de manière centralisée avec les fichiers de configuration de Lightbend config. Et on peut également faire des includes, ce qui est très pratique pour séparer, si on a des grosses configurations, pour la séparer en fonction de la partie de la configuration. En fonction de la problématique, et la séquence de chargement et de fusion qui est standardisée de la bibliothèque, c'est très conventionnel. Du coup, ça nous permet de bien prévoir ce qui va se passer. Donc là, on a tous les outils en place pour faire du multicouche très simplement. Donc notre première couche en fait va être constituée d'un fichier qui s'appelle référence.conf, c'est un nom conventionnel dans la bibliothèque. En fait, à quoi il sert ce fichier? Normalement, il sert à valider la structure de la configuration, parce que, par exemple, si vous êtes une bibliothèque, que vous devez avoir une configuration de référence qui représente l'intégralité de la configuration avec des valeurs qui marchent. Mais si vous n'êtes pas une bibliothèque, en général, si vous êtes une application, vous avez des valeurs optionnelles, des valeurs obligatoires, des valeurs par défaut, et donc vous ne pouvez pas utiliser le référence.conf pour valider la structure de votre configuration, et vous pouvez au moins l'utiliser pour mettre toutes les valeurs par défaut. Donc notre config layer, là sur le schéma, ça va être la bibliothèque Lightbend config, ou même on va voir même notre modèle objet de configuration. Du coup, l'application, pour elle, la configuration sera un simple modèle une fois que la configuration sera chargée, donc ça va être totalement transparent. Il n'y aura plus d'appel à getenv, tout ça on oublie, ou à getSystemProperties, on oublie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un fichier qu'on va appeler applicationfixed.conf dans notre cas, donc c'est un nom qui est libre. On va pouvoir définir toutes les variables dont le cycle de vie dépend de la version de l'application. Enfin, c'est le même cycle de vie que celui de l'application. Typiquement, tout ce qui est algorithmique, paramétrage d'algorithme, tout ce qui est fonctionnel, très métier, voilà, tout ça, ou des constantes pour une version. Donc ça va être... Alors, comme le référence.conf, c'est un fichier qui va être embarqué dans l'artefact applicatif, parce qu'il ne change pas pour une même version en fonction des instances. Et on remarque que déjà, Lightbend config nous fournit des outils pour hydrater la configuration avec des variables d'environnement. Donc, vous pouvez faire référence à des variables d'environnement si vous voulez quand même avoir déjà au niveau de cette configuration, si elle est très simple, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses qui dépendent de l'environnement, vous pouvez déjà l'hydrater. Ensuite, notre troisième couche, on va... dans notre cas, on va monter un volume. Sur CloudSuite, j'avais montré une version où c'était un volume Docker qui était monté. Là, je vais plutôt vous montrer une config map, Kubernetes. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le fichier applicationruntime.conf. Donc ça aussi, c'est un nom conventionnel. Enfin, pas conventionnel, c'est un nom que j'ai choisi moi pour qu'il soit explicite. Donc ça, celui-là, il va être injecté au lancement du pod. Et c'est bien en modifiant la config map que je vais pouvoir modifier cette configuration. Donc ça dépend vraiment de l'environnement. Et celle-là aussi peut faire référence aux variables d'environnement. Elle peut être aussi hydratée par des variables d'environnement s'il y a des choses pour lesquelles je suis contraint par des variables d'environnement. Si je ne peux pas les modifier
dans Git, qui va être peut-être la source de mon fichier avant de le mettre dans la config map, je peux toujours là aussi fusionner. Et surtout, ce qui est très important, ce qu'on va vouloir faire, c'est s'arranger à ce que les valeurs qui sont dans application runtime.conf, si elles ont le même chemin logique, parce qu'en fait c'est comme dans du JSON, hein, il y a un chemin objet, qui ont toutes les variables qui ont le même chemin logique, en fait, si elles sont présentes dans application runtime.conf, on prend de ce fichier-là. Si elles sont pas présentes, on va chercher dans application fixed, et si elles sont toujours pas présentes, on va chercher dans reference.conf. Et si elles sont toujours pas présentes, c'est soit une erreur parce que c'était obligatoire, soit c'est pas grave parce que c'était pas obligatoire. Donc, un truc important, c'est que la bibliothèque va nous permettre d'aller chercher les fichiers autres que référence.conf, qui est automatique de deux manières, soit programmatiquement, explicitement, j'ai demandé de charger tel fichier, soit en passant en propriété système de la JVM un flag, enfin je vais passer une propriété système qui va définir soit le chemin, soit la ressource dans le ClassPass, soit l'URL du fichier de configuration par défaut. Si vous ne modifiez pas ce flag Java, vous allez charger un fichier qui a la racine du ClassPass qui s'appelle application.conf. Ça, c'est la convention par défaut, que nous, on va modifier pour notre cas. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais changer le partage. Je vais partager maintenant. Voilà. Je vais partager cette fenêtre-là. Donc là, j'ai une application. On va imaginer que pour imaginer une configuration technique, on va imaginer un cas, on va imaginer qu'elle voudrait consommer ou produire des messages dans Kafka. Bon, exemple. Mais en vrai, faire juste charger et afficher la configuration. Donc c'est du Scala pour la concision, mais je pense que si vous faites du Java ou du Kotlin, vous n'êtes pas dérouté. Je vais juste vous expliquer un tout petit peu ce que je fais pour que vous compreniez, et après je vous montre la configuration et comment je la charge. Donc je choisis un namespace. Un namespace, ça veut simplement dire que j'ai un objet config démo à l'intérieur d'un objet Scratch, pas à l'intérieur de JR ou à l'intérieur de org. Alors je choisis un namespace. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, tous les fichiers qui vont être chargés vont être fusionnés. Si vous avez des bibliothèques dont dépend votre applicatif qui sont embarquées en dépendance, qui utilisent elles-mêmes l'identconfig, elles vont aussi avoir un fichier référence.conf. Donc tout va être fusionné. Donc utilisez des namespaces pour éviter de rentrer en collision avec des variables qui ont encore des noms très communs. Donc moi, je vais mettre juste positionner une option qui va me permettre, une option de rendering lors de l'affichage de la configuration qui va nous permettre de débugger et de voir l'origine, de vous montrer l'origine de chaque variable et vous allez voir comme ça comment c'est fusionné. Donc là, le chargement, en fait, ce qu'il faut vraiment faire pour lancer une application avec l'identconfig, vous demandez le chargement de la configuration. Ici, vous pouvez préciser une configuration spécifique, mais moi, là, c'est pas le but. Je veux qu'il prenne la configuration, le fichier de config par défaut. Le fichier de config par défaut, c'est, comme je vous ai dit, c'est soit application.conf, soit le chemin ou l'URL que j'ai passé en propriété Java, système Java. Et c'est ce que je vais vous montrer après. Donc là, normalement, on a notre application runtime.conf qui est chargée automatiquement parce que j'ai mis le bon flag sur le lancement de main de commande Java. Je définis un fallback, et en fallback, qu'est-ce que je vais charger? Je vais charger le fichier applicationfix.conf qui lui est dans le jar. Donc ça veut dire que l'application runtime, il prend bien la préséance, et c'est seulement s'il lui manque des valeurs qu'on va aller chercher là-dedans. Et ce qui est automatique avec l'identconfig, c'est que référence.conf est toujours chargé, même si vous ne le précisez pas, et viendra prendre tout ce qui n'existe pas dans les autres. Donc bon, je fais le petit affichage qui va bien. Et ce que nous conseille l'identconfig, c'est toujours, quoi qu'il arrive, de valider la configuration et de la monter dans un modèle objet. Ça va être plus pratique pour votre application, puisqu'après, elle va accéder aux valeurs comme un objet.
Elle n'aura pas besoin de se demander si la variable est là, se demander si la valeur est nulle ou vide, est-ce que c'est le bon type, etc. Non, ça aura déjà été validé par la logique qui charge la configuration, qui la map sur votre modèle objet. Donc en Java, vous avez le choix de soit de générer, d'utiliser un générateur, soit de plusieurs mapping optique. Donc là, j'utilise PureConfig. Donc avec PureConfig, je vous montrerai rapidement le modèle objet, mais vous verrez qu'il correspond à la structure du fichier. Et donc, bon, là, je n'ai aucune logique applicative, donc je me contente d'afficher la config si elle est bien chargée et d'afficher les erreurs si jamais il y a des erreurs dans la config. Donc, je vais vous montrer le fichier référence.conf en premier. Donc, celui-là, il va être dans le jar aussi. Et j'ai défini des variables comme... alors, je suis bien dans mon namespace. Donc, vous avez une syntaxe qui vous permet d'éviter les accolades en cascade comme il y aurait dans le JSON et d'éviter le 2 points ou le égal. Sachant qu'avec LightBendConfig, des fichiers properties et JSON sont vus comme des configurations Ocon, donc elles sont 100% compatibles. Si vous écrivez du JSON valide, ce sera vu comme du Ocon valide aussi. Donc là, j'ai décidé que j'avais un instance ID qui dépendait du hostname. Hein. Donc comme on va être en conteneur, ce sera le nom du pod. Et voilà ma configuration Kafka avec une partie consommateur, une partie producteur, et puis un port par défaut, donc je vais aussi pouvoir me servir. Et j'ai défini des propriétés que je trouve bonnes dans le cas par défaut et que je pourrais overrider en fonction de mon cas métier ou des performances que je veux. Alors, normalement, voilà, j'ai application fix.conf aussi qui va être intéressant. Donc, dedans, voilà, c'est pas forcément le meilleur cas pour expliquer tout ce qui est fonctionnel, etc. Comme moi, c'est un pur exemple technique, mais bon, on va imaginer que là, on a mis des choses qui dépendent que de la version de l'application, même si c'est pas vrai. Donc là, pour le coup, je suis toujours dans le jar. Et donc, j'ai décidé que je pouvais redéfinir le nom de l'application avec une variable qui s'appelle appname. Au cas où vous vous demanderiez, les points d'interrogation qui sont ici ne sont pas obligatoires. Ça veut juste dire que si la variable qui est définie ici n'est pas présente, je n'exécute pas cette définition-là. Donc, je ne remplace pas le nom. Là, par exemple, on voit un exemple de l'ordre de lecture qui compte. Donc, je cherche la variable hostname. Si elle existe, je définis instance ID. Et ensuite, je cherche une variable instance ID. Et si elle existe, je réécrase l'instance ID. Et je commence à préciser des choses que pour moi, qui ne dépendent pas de mon environnement, qui sont le nom de mon consumer group et le nom de l'identifiant de mon producteur Kafka. Donc, le consumer group, ça va dépendre de l'application, donc je vais mettre le nom de l'application dedans. Le producteur, ça va plutôt dépendre de l'instance, donc je vais rajouter dedans, je vais rajouter une variable qui va chercher carrément la variable instance ID. Et donc, vous voyez, je qualifie complètement comme ça les noms de variables et j'y fais référence directement. Donc, par contre, un autre fichier qui, lui, ne va pas du tout être dans mon jar, ça va être application-runtime.conf. Donc lui, il va être dans la config map. Et donc lui, il va définir les brokers. Là, je vais choisir arbitrairement de prendre le port par défaut. Donc j'ai le droit encore de faire référence à quelque chose qui est dans la configuration fixée. Et puis voilà, il duplique, comme c'est pour la production, ce sera le même cluster, il duplique les propriétés du consommateur. Donc je vais vous montrer du coup ma config map. Donc ma config map, voilà, donc bêtement, hein, j'ai repris le contenu du fichier. Hein. Le contenu du fichier, c'est parce qu'à l'origine, j'avais pas de config map, mais le fichier n'est pas pris dans le jar. Je vais juste vous montrer à quel endroit je définis ça. Donc là, vous voyez que j'ai fait ma config map pour Cube. Faut peut-être pas que je change ça. Et je vais vous montrer l'application. Il me manque juste un fichier. Je vais sortir du mode présentation. Et je vais aller le chercher. Alors, le fichier SBT, c'est pas pour. Je vais aller très rapidement parce que le but, c'est pas du tout que vous fassiez du SBT. Vous pouvez faire du Maven ou l'outil qui va bien avec votre langage. C'est juste pour vous montrer que je triche pas et que
comme je fais un fadjar, tous les fichiers référence.conf que je vais rencontrer, je vais les concaténer. Et ça posera pas de problème puisque de toute façon, en Ocon, ça donnera un Ocon valide et ça va être mergé par lightbenconfig. Si jamais, par hasard, il y aurait quelqu'un qui aurait la même idée de nom de fichier pour la configuration qui dépend qui dépend du cycle de vie de l'application, c'est le même, je concatène et je supprime bien application-runtime.conf qui n'est là que pour l'exemple. Voilà. Alors, ce qui va être plus intéressant, ça va être de voir un petit peu la définition du conteneur. Donc, j'ai un conteneur de build qui n'a pas trop d'intérêt parce que c'est juste un conteneur qui pour builder avec du SBT, du Scala avec du SBT. Vous pourriez avoir la même chose avec du Maven en Java, etc. Ou tout ce que vous voulez. Et ce qui est important, c'est que moi, je vais définir un chemin de configuration. J'ai décidé de déployer, vous voyez, je déploie ce qui a été buildé dans le dossier config démo. Dans le dossier config démo, voilà, je déploie, je le déploie dans config démo. Donc, de config démo, il va y avoir le jar de mon application. Et je vais avoir un dossier config. Je vais avoir un dossier config dans lequel qui va servir à monter la configuration. Donc, il n'y a rien au départ, là, mais je suppose, moi, mon entry point Java, là, il va supposer que le config pass, il est bon. Donc, je définis à config, c'est le fameux flag, la fameuse propriété système Java, qui va définir que là, je suis censé trouver une configuration à cet endroit-là. Voilà, et donc je vais exécuter mon jar. Donc, la définition, on a vu la définition de la configuration, on va voir la définition du pod rapidement. Donc là, le pod, je vous passe tout ce qui est purement de la sécurité pour ne pas s'exécuter en route. Je prends une image là. Donc juste pour vous dire, ça ne le faites pas, le image pool policy never, c'est juste pour la démo. C'est parce que je veux garder, je veux qu'il prenne l'image qui est en cache local dans micro K8s. Je veux pas qu'il aille chercher dans un repo distant. Donc ça, c'est juste pour la démo. Donc là, on voit que j'ai défini une variable d'environnement appname, justement, et j'ai défini une variable d'environnement instance ID. Donc l'application name, je l'ai modifié. Et l'instance ID, il vient directement du nom du pod. Je vais le chercher dans le nom du pod. Et je monte un volume qui s'appelle config volume, et je le monte sur le dossier config. Voilà. Donc c'est là-dedans que je vais monter ma config. Et qu'est-ce que je prends comme volume? Config volume, c'est quoi? C'est une config map, et c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, qui va avoir comme nom de fichier. Donc avec la config map que j'ai définie, dans config, il va y avoir un fichier application-runtime.conf dont le contenu est ce que je vous ai montré. Donc avec la définition des brokers. Donc voilà. Donc voilà pour le. Je vais vous montrer. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu quand ça tourne, ce qui se passe. Donc c'est pareil, je vais changer la fenêtre. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant là, je vais vous montrer que j'ai bien ma config map. Donc là, j'ai sur mon nœud, c'est plutôt un discrete que je vais faire pour vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez que je vais bien voir, si je monte ma config map comme un volume, je vais bien avoir un fichier application-runtime.conf qui va avoir ce contenu-là. Donc mon application, quand elle va faire sa séquence de chargement que je vous ai montré dans le code, elle va bien charger ce fichier-là en premier lieu, en fichier principal. Normalement, je n'ai plus de pod actif. Ok, c'est bon. Donc, je vais faire un apply. Voilà, donc je vais appliquer mon pod de ma config démo. Donc, il a été créé. Il est déjà complété, normal. Bon, c'est juste, il y a normalement un truc qui consomme sur du Kafka, c'est censé rester vivant éternellement jusqu'à ce que le mort s'en suive. Mais là, en l'occurrence, j'affiche juste la config, donc on va juste regarder dans les logs.
voir ce qu'il nous a affiché. Donc, qu'est-ce qu'il nous a affiché? Tout simplement, il nous a affiché avec l'affichage des bugs dont je vous ai parlé, dans le code. Donc, il nous dit, il met des commentaires, il positionne des commentaires pour expliquer d'où viennent les valeurs. Parce que ce qui est important, c'est que si jamais vous voulez, dans votre application, accéder à des méta-informations sur la config, vous pouvez. Ce qui se passe, c'est que Lightbend-config garde, même s'il fusionne tous les fichiers, il garde la mémoire de la provenance de la variable. Donc alors là, j'ai juste un problème, c'est que l'application name, on a vu qu'il était redéfini, il n'a pas pris la bonne valeur, mais pourtant la variable a bien été prise en compte, vous allez voir dans la suite. Donc là, il me dit que l'instance ID, ça vient d'une variable d'environnement, et donc c'est bien config demo pod. Voilà, il a pris la variable du pod. Là, il me dit qu'il a mergé quelque chose qui était dans config demo / config application runtime.conf, ligne 2, et la référence.conf qui est dans mon jar. Donc là, on voit, c'est un chemin qui est dans un jar. Et quelque chose qui est aussi dans le jar. Donc il a fait le merge des 3 fichiers pour obtenir la valeur de Kafka. Et bien effectivement, il y en avait dans les 3 fichiers. Il y avait les fameuses valeurs, par exemple, session timeout 10 secondes, ça c'était dans la référence. Et puis les bootstrap servers, on avait vu que par contre, c'était défini au niveau du application runtime.conf. Donc je retrouve bien mes noms de broker que j'ai définis dans la configuration runtime. Et elle faisait référence aux ports par défaut, je retrouve bien les ports par défaut. Et donc il me dit que ça vient bien du fichier référence.conf. Donc voilà, donc il vous explique un petit peu d'où viennent les choses. Et là où je vous dis qu'il a quand même pris en compte mon application name, c'est que le client ID, j'avais fait une concaténation du nom de l'application, la chaîne endure moins producer moins, et suivi du nom de l'instance. Et donc ça, il l'a bien réalisé, ça. Il me dit j'ai bien fait le merge et du coup j'ai bien un client ID qui dépend qui dépend du pod pour le producer. Donc ça c'est voilà. Donc du coup j'ai voilà ce que ça donne. Bon après j'ai affiché l'objet métier et donc voilà. Donc après on peut revenir vite fait sur le modèle métier que je vous ai pas montré. Donc voilà, donc la structure Ocon que vous avez vue, moi j'ai fait un modèle, voilà. Donc j'ai ma démo conf, donc je mappe l'intégralité de mon namespace sur démo conf. Donc vous retrouvez le nom de l'application, le nom de l'instance, un objet pour la configuration de Kafka avec une consumer conf, producer conf, et vous retrouvez les attributs, donc une séquence de host port. Un host port, c'est quoi? C'est un host et un port, donc voilà. Donc j'ai fait un modèle très simple qui va permettre à mon application d'accéder de manière transparente à ma configuration sans savoir d'où ça vient. Et alors qu'en fait, j'ai bien réalisé 3 couches techniques qui me permettent de prendre en compte le cycle de vie de l'application, les valeurs par défaut et le runtime. Donc c'est ça, voilà. Donc pour aller plus loin, on vous a mis des petits liens, la configuration, enfin la documentation Lightbend config qui va vous donner toute l'intégralité des possibilités. Vous allez voir, c'est génial. Moi, depuis que à chaque fois que je la propose sur un projet, c'est adopté, les gens adorent. La référence des 12 factors avec spécifiquement la partie config. Une référence à Spring Cloud Config, puisqu'on peut très bien utiliser l'utiliser pour faire de la configuration comme serveur de configuration. Donc ça marche aussi. On vous a montré Lightbend, mais Spring Cloud Config marche aussi. Et puis 2 articles. Le premier, c'est sur Lightbend Config, la configuration. C'est le mien où ce que je vous ai présenté aujourd'hui un peu plus en détail et écrit. Et ensuite, il y a celui d'Ismaël, le code, l'application et la configuration, qui est un petit peu pareil, un article sur ce qu'il vous a présenté aujourd'hui. Et je ne peux pas vous laisser sans vous dire que on cherche des collègues.
Et la nouveauté, c'est que au-delà du Covid, en fait, on commence à recruter en remote. Donc, vous pouvez nous rejoindre aussi bien à Paris, à Nantes que de n'importe où dans toute la France en full remote. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre petite escape game. Voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu avec l'univers de Cloud Native, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on remerciera tous nos sponsors et on remerciera chaleureusement CloudWatch de nous avoir accueillis et d'avoir tenté le Work Adventure qui est vraiment très sympa. Mais qui était un petit peu risqué au niveau technique, mais c'est bon, ça se passe bien. Merci, oui.